Ok, donc comme l'a très bien présenté Florian, je vais vous parler de ma reconversion en informatique. Et donc tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Tiffany Souter. Je suis relation développeur à Microsoft. Et donc mon rôle, c'est d'engager avec les développeurs. Enfin, on pourra en discuter après si vous voulez plus largement. Et voilà, donc je vais vous parler de ma reconversion. C'est un talk que j'ai pas souvent fait et je suis un peu moins à l'aise sur ce genre de format parce que d'habitude je fais des confs techniques. Et là, je parle de moi. Du coup, dites-moi tout de suite si vous vous ennuyez au bout d'un moment. J'essaie de passer à quelque chose de plus intéressant. Mais j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient des reconversions aussi comme moi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de simplement de partager ça avec vous. Et peut-être que pour ceux qui font pas de reconversion, mais qui connaissent quelqu'un en reconversion, ça peut peut-être aussi vous aider à les accompagner au mieux. Euh, Donc ma petite histoire, c'est qu'il y a 3 ans, j'étais en thèse. En fait, j'ai commencé à faire mes études plutôt dans la science, puisque j'ai fait une école d'ingénieur en ingénierie génétique, et après j'ai fait une thèse en ingénierie génétique. Et pendant ma thèse, en fait, je me suis intéressée à d'autres choses qui pouvaient plus ou moins être intéressantes dans le domaine de l'analyse de génome. Et c'est là que j'en suis venue à regarder un peu ce qui se faisait en machine learning, puisque à l'époque, on était en 2015, c'était c'était le moment du big data, on en parlait beaucoup, mais on l'appliquait pas beaucoup, en tout cas dans le domaine académique. Et il n'y avait pas beaucoup d'applications en fait, de machine learning ou d'intelligence artificielle à l'analyse de génome. Et du coup, je me demandais si c'était possible de le faire. Donc j'ai commencé à aller à des meet-up, chose que je n'avais jamais, que je n'avais jamais vu avant. En tout cas, dans mon domaine, dans la science, on n'a pas trop ça. Et j'ai découvert un autre monde, le monde des communautés, le monde du partage. Je ne savais pas ce que ça voulait dire open source à ce moment-là. Et je suis un peu tombée dedans et je suis un peu tombée amoureuse de cet esprit-là, de partage, tout ça qu'on ne retrouve pas forcément dans l'académique. Et en fait, je me suis demandé, franchement, s'il ne fallait pas que je refasse une reconversion, parce qu'à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à apprendre à coder en Python pour essayer d'appliquer ça, justement, la machine learning au génome. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'en faisais et plus, bah, en fait, il fallait que je fasse une reconversion tout simplement parce que c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais en fait. Juste. Donc, à la fin de ma thèse, parce que je l'ai quand même fini, je suis quand même allée jusqu'au bout, mais à la fin de ma thèse, je savais que j'allais changer de domaine. Et à la fin de ma thèse, j'étais un peu au bout de ma vie. J'étais super contente d'avoir accompli ce chemin. Enfin, j'étais un peu à la pointe dans mon domaine et tout ça. Et on sort de ce genre de choses un peu, enfin, avec confiance. Et puis, je commence à parler de reconversion autour de moi. Et en fait, je me suis pris pas mal de bâches. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais parfois, quand on veut faire une reconversion et qu'on en parle, bah, surtout dans mon cas, ça a été beaucoup de ah mais du coup tout ce que tu as fait jusque-là ça sert à rien ou en fait tes parents ont payé tes études pour rien ou j'ai eu quoi encore j'ai eu ah oui comme j'avais eu une bourse d'excellence pour faire ma thèse ben, c'est l'État qui avait payé pour mes études et du coup j'étais un peu redevable de continuer dans ce domaine-là. Pas mal de choses en fait qui m'ont un peu je pense que sur le coup, je faisais comme si j'étais confiante, mais en fait, intérieurement, ça m'avait un petit peu découragée. Et parfois même, des gens très proches de vous vont faire des remarques qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, mais ça vous casse un peu dans votre élan, notamment les membres de votre famille qui pensent faire bien en vous protégeant d'un potentiel échec dans votre reconversion. Ils vous disent ah mais c'est compliqué l'informatique, il faut être super bon en maths, il faut avoir fait des études dedans, avoir été ingénieur. Et du coup j'ai commencé à douter de moi et là on en est là j'étais à peu près au fond quoi. Enfin je me posais pas mal de questions. Mais je me suis pas découragée. J'ai profité de mon chômage en fait juste après la thèse. Du coup, si on n'enchaîne pas avec un postdoc, du coup, on est directement envoyé à Pôle Emploi. Et j'ai profité de ce temps-là en fait pour faire ma reconversion. Et je me suis lancée directement dans le machine learning. Et là, j'ai compris que j'y comprenais rien. Et en fait, je me suis pris une claque par Python, donc ça c'est le petit up que vous voyez ici. J'étais motivée et puis en fait je me suis pris une petite claque tout simplement parce qu'en fait je savais pas coder.
Et je pensais que je pouvais directement commencer comme ça sans savoir coder, mais en fait c'est complètement faux. Et il a fallu accepter à ce moment-là de repartir à zéro. Et en général, enfin je sais pas si vous connaissez des gens en reconversion ou si vous l'êtes vous, mais en général quand on fait une reconversion, bah, on abandonne un peu tous les acquis qu'on a. On était sur une position un peu d'expert dans son domaine et puis finalement il faut accepter de repasser à l'état un peu fœtal dans la connaissance d'un domaine, c'est-à-dire que il fallait que j'apprenne à ouvrir un terminal pour coder, des choses très très simples que vous savez tous très bien faire peut-être, mais en tout cas moi au début je savais même pas où est-ce qu'on mettait le code. Quand les gens disaient on développe, mais j'étais là, on développe où en fait? Et du coup j'ai dû apprendre, réapprendre tout ça, j'ai dû repasser par tous les 101 de comment développer. Et je pense que ça a été un petit deuil pour moi aussi, c'est de passer de expert dans mon domaine à rien du tout en fait. Et aussi tout simplement le fait que quand on se remet dans son contexte et qu'on se regarde avec modestie, parfois ça peut être compliqué. Juste d'accepter en fait de redescendre un peu plus bas dans une échelle, mais il ne faut pas le prendre comme ça en fait. Il faut se dire que c'est une étape en plus, enfin, c'est un pas vers quelque chose de nouveau, mais c'est pas un retour en arrière au final. Mais c'est quand même difficile à faire comme réflexion. Et donc, si jamais vous êtes en reconversion ou si vous connaissez quelqu'un, soyez bienveillant avec cette personne ou soyez bienveillant avec vous-même. C'est normal de recommencer de tout en bas et c'est pas grave en fait. C'est plutôt un bon apprentissage. Donc, à ce moment-là, en fait, j'ai eu besoin d'être encadrée. J'ai eu besoin d'aide et j'ai trouvé énormément de bienveillance auprès des communautés de développeurs. Et ça, c'est quelque chose que je crois qui est assez particulier dans le monde de la tech spécifiquement. C'est qu'il y a énormément de communautés que vous pouvez trouver dans vos localités qui peuvent être là pour vous aider. En général, les orgas des communautés comme ça, c'est des gens extrêmement bienveillants, c'est des gens qui aiment partager, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et c'est des gens qui vont jamais vous dire faites pas une reconversion en IT, c'est trop tard. Ou, ils vont jamais vous décourager, ils vont toujours essayer de trouver des ressources pour vous aider, des conseils. Moi, j'ai même trouvé des mentors, au final, des gens qui passent du temps à répondre à vos questions. Et en fait, mine de rien, ça vous fait gagner du temps parce que quand vous êtes tout seul dans votre reconversion, parfois vous pouvez passer énormément de temps à chercher sur Internet comment faire quelque chose de très simple. Et pour un mentor, ça lui prendrait simplement 10 secondes de vous montrer comment ouvrir le terminal, comment exécuter du code, tout simplement. Donc parfois, passer 1 heure avec un mentor, c'est beaucoup plus efficace et vous, ça vous fait gagner énormément de temps. En plus de rencontrer en général quelqu'un d'expert dans son domaine et quelqu'un de super sympa. Donc en fait, c'est tout bénef. Donc si jamais vous êtes en reconversion et que vous avez besoin d'aide, enfin que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, vous le trouverez en tout cas auprès des communautés des développeurs. À l'issue du coup de ma reconversion, j'ai suivi pas mal de cours en ligne, notamment un cours qui s'appelle Udacity, je mettrai le lien à la fin de mes slides. J'ai eu une petite certification en ligne et à ce moment-là, je pense que j'avais remonté la pente, j'étais super fière de moi. Je l'avais fait en assez peu de temps au final, donc je m'étais dit bon bah c'est cool, maintenant avec ça je vais pouvoir trouver un job. Sauf que oui et non en fait. C'est pas si facile en fait, on a plein d'idéaux sur l'IT parce qu'on se dit ça embauche même bien et puis on peut potentiellement avoir un bon salaire. C'est un peu des fantasmes qu'on peut avoir dans ce domaine-là. C'est le cas pour les gens qui sont bons, mais en fait, quand on fait une reconversion, il faut se remettre à sa place un peu. Il faut mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Il faut commencer potentiellement par une mission qui, au départ, n'est pas super valorisante, mais qui vous permet d'avoir quand même une première expérience dans ce domaine-là. Donc, je pense que l'IT, c'est un domaine qui peut vous offrir énormément d'opportunités. Seulement, il ne faut pas mettre la barre trop haut, je pense, au début. Et puis, il faut savoir accepter parfois de faire des concessions sur la mission parfaite, qui pour moi était faire de l'intelligence artificielle. Mais forcément, quand on est en reconversion et qu'on ne peut pas forcément avoir la prétention tout de suite de passer sur une mission en intelligence artificielle. Et en plus de ça, réellement, il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'ils font du machine learning, mais enfin, des fois même qui disent qu'ils font du deep learning, mais réellement, en fait, c'est pas ça qu'ils font. Donc, juste avoir le sens des réalités, parfois, ça peut aider. Donc, au début, j'étais très confiante et finalement, j'ai décroché mon premier job dans une ESN.
Et peut-être que certains d'entre vous connaissent ce que c'est l'expérience dans une ESN, mais au final, on n'a pas forcément le choix des missions qu'on va faire. On vous propose de passer des entretiens dans des boîtes, et puis on vous place chez un client. Mais en fait, ça vous est un peu proposé, mais c'est pas vous qui choisissez réellement les missions que vous allez faire. Et puis si vous êtes pris en mission, c'est pas forcément ultra bien vu pour votre première mission de refuser de la prendre parce que le sujet vous plaît pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais le rebrancher. Désolée pour la presse. Ah non, c'est la source qui... Bon, je vais continuer, de toute façon, vous n'avez pas besoin des slides. Moi non plus. Mais en gros, oui, j'ai accepté ma première mission, qui n'était pas du tout dans un domaine que je voulais faire. Hein. On m'avait demandé de faire de la data visualisation sur un outil que je détestais. Et ça n'avait rien à voir avec le code, en fait, c'était autre chose. C'était autre chose, mais c'était la première mission qu'on m'avait proposée. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait que je mette le pied à l'étrier. Pendant 6 mois, je suis allée au taf un peu à reculons. C'était un peu un coup dur pour moi parce que j'avais fait cette reconversion, mais je me disais qu'au final, j'allais pouvoir avoir une mission plus intéressante après, mais il fallait que je pousse le destin un peu. Et du coup, le soir, en rentrant chez moi, je faisais autre chose que ce que je faisais toute la journée, c'est-à-dire que j'étudiais des technos qui m'intéressaient vraiment. Donc je faisais des choses qui n'avaient rien à voir avec mon job le jour, mais je me disais que de toute façon, en poussant vers des technos qui m'intéressaient, j'allais pouvoir un jour mettre ça en avant et peut-être que ça allait être profitable sur une deuxième mission, une troisième mission, enfin les missions d'après en tout cas. Et donc j'ai commencé à faire des projets perso de mon côté. Et ça m'a amené à faire un projet que j'ai trouvé super cool. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler en conférence. Le projet que j'avais fait, c'était hacker un réseau de neurones. Du coup, j'avais tout simplement, enfin, à l'époque, à l'époque, c'était il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, dans l'échelle du machine learning, c'était il y a très longtemps. Mais à l'époque, Google avait un modèle de reconnaissance d'image qui s'appelait Inception V3. Et du coup, il reconnaissait une photo de mon chat comme étant un chat. Et du coup, j'avais hacké la photo pour qu'il reconnaisse mon chat comme étant une cuillère. J'avais trouvé ça super fun. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en parler en conférence parce que j'avais profité en fait des communautés et j'avais profité de ce que donnaient les speakers et je m'étais dit pourquoi pas moi aussi donner à mon tour maintenant que j'ai acquis une certaine compétence. Et donc, je suis allée en conférence. J'ai postulé à tous les CFP que je voyais cette année-là. Et en fait, j'ai été prise presque partout. Du coup, c'était super cool. Et en même temps, ça me faisait très peur. Mais je me suis lancée en tant que speakeuse. Et ça a peut-être été, je pense, l'expérience la plus enrichissante de toute ma carrière. Puisque c'est à ce moment-là où j'ai commencé à rencontrer des gens, des experts, mais vraiment incroyables. J'ai rencontré une communauté qui m'a portée vers le haut, mais vraiment qui m'a tirée vers le haut, je dirais. Faut le dire aussi, quand on est speaker, on se fait un réseau qui est assez phénoménal de gens qui sont juste incroyables dans leur domaine, tout simplement. Et c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai fini par décrocher ce job à Microsoft. Parce que, coup de chance, ça arrive. Du coup, ils cherchaient un DevRel, donc personne qui travaille dans les relations développeurs. Ils cherchaient une personne qui avait ce bagage un peu tech, avec notamment une sensibilité IA et machine learning qui est cherchée dans l'équipe. Donc quelqu'un qui est capable d'engager avec des développeurs en machine learning, mais qui en même temps est capable de parler devant un public, de faire des conférences sur ce genre de domaine-là, qui connaît bien aussi l'écosystème des communautés. Et en fait, c'est aujourd'hui pour ça que j'en suis là. Et je pense qu'au final, ma reconversion, enfin en tout cas, la raison pour laquelle j'ai ce job aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'un jour, j'ai ouvert la porte d'un meet-up. J'y suis allée et en fait, j'y suis restée. Je pense que c'est réellement grâce aux communautés qu'aujourd'hui je suis là. Donc, je pensais que c'était important de vous le dire, en tout cas, surtout si vous êtes en reconversion. Donc voilà, je voulais vous résumer en quelques bullet points mes best moves qui ont fait que ma reconversion, je pense, a été un succès. Ça a été de profiter de mon chômage pour être à temps plein dans ma reconversion. Parfois, il y a des personnes qui veulent faire une reconversion à cheval sur une autre activité. Et c'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, hein,
Mais parfois, juste se donner le temps de faire sa reconversion et de la faire à fond. Et parfois aussi avoir le stress de se dire, bon, bah, maintenant que je suis au chômage, il va falloir que je retrouve. Au final, ça vous donne la motivation, ça vous donne le jus, juste tout simplement pour y arriver, pour arriver à vos fins, tout simplement. M'impliquer dans les communautés des développeurs, c'est ce que je disais. Ça a énormément influencé mon parcours et mes choix. Je pense que clairement, ils m'ont guidé aussi vers des nouvelles choses, enfin, des nouvelles technos que j'aurais jamais vues si j'avais été seule. Donc si jamais vous êtes en reconversion ou si vous connaissez quelqu'un qui est en reconversion, je ne peux que vous conseiller d'aller vers les communautés. Et puis vous avez une belle communauté ici, enfin vous avez un beau écosystème de communauté à Tours, donc profitez-en. Ça a été de me lancer dans des projets perso. Donc même une fois que j'ai trouvé un job, j'ai pas arrêté de travailler sur des projets perso. J'ai continué à m'intéresser à des choses à côté. Et je pense que ça peut accélérer votre conversion. En tout cas, ça peut accélérer votre montée en compétences. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez une idée, faites-la. Et en plus, ça peut vous permettre de créer des projets qui peuvent vous permettre de parler en conférence. Et je pense que ça a été la final step de mes key moves. Ça a été de parler en conférence parce que ça vous donne une visibilité sur ce que vous faites. Ça vous donne de la crédibilité aussi quand vous parlez sur certains sujets, tout simplement. Donc, si jamais vous avez envie d'être speaker, n'hésitez pas. Mes conseils, ça reprend un peu ce que j'ai dit avant. Pour ceux qui pensent à faire une reconversion, donc trouver une communauté, trouver un mentor, concentrez-vous sur le positif parce que ça peut être très facile d'être découragé. Et je vois une seule femme dans la pièce, mais en tout cas, donc, si tu es en reconversion, oui, c'est possible de le faire. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont contacté, qui étaient dans le doute de leur reconversion. Elles se demandaient si c'était possible dans un domaine qui était aussi, on va dire, masculin. Mais en fait, la majorité des gens avec qui j'ai travaillé sont extrêmement bienveillants et donc tu peux y arriver. Et pour ceux qui travaillent ou qui connaissent des gens qui sont en reconversion, si jamais vous êtes compétent et que vous avez la patience, surtout soyez patient et bienveillant, et si vous avez la patience et l'envie, vous pouvez devenir mentor, ça peut réellement aider quelqu'un. Il faut les soutenir moralement et puis les petites remarques qui peuvent les descendre dans leur élan, en fait, il faut juste les garder pour soi, je pense. Et prendre conscience de vos biais inconscients. Les biais inconscients, donc je le fais rapidement, mais en fait, c'est tous les a priori qu'on pourrait avoir sur une personne, de là où elle vient et de sa capacité à pouvoir réussir à faire une reconversion. Juste ne la jugez pas, laissez-la faire sa reconversion et puis vous verrez bien après par la suite. Ah oui, 3 petites anecdotes avant de finir. Ça, c'était ma première semaine de taf. J'arrive et je suis très impressionnée par cet open space rempli de mecs. Et juste, je me sens pas à ma place. Et en fait, donc je m'assois à mon bureau toute seule. Et puis vient le moment où, en fait, on va déjeuner. Enfin, où du coup c'est l'heure du déjeuner et puis il y a un des mecs de ma boîte qui fait bon bah du coup les gars on va manger et je me suis pas sentie inclus dans cette phrase, juste j'ai pas osé les regarder, je suis restée la tête dans mon ordinateur et je me suis dit mince, je suis peut-être pas la bienvenue, peut-être qu'ils veulent pas manger avec moi. Et en fait, du coup, je suis restée sur mon ordinateur et je peux vous assurer qu'en fait, ça peut paraître vraiment débile, mais enfin, quand on est toute seule, c'est vraiment impressionnant d'être seule au final. Et je me disais, je vais casser l'ambiance si je vais manger avec eux. Du coup, je me suis pas permis. Et en fait, eux, ils s'attendaient peut-être à ce que je vienne, mais en tout cas, quand ils ont vu que je ne levais pas la tête de l'ordinateur, ils sont partis manger et je suis restée toute seule. Et du coup, ça a dû durer peut-être une semaine, le temps que je sympathise avec les gens de ma team et qu'au final, ils me disent en fait, tu peux manger avec nous si tu veux. Je fais ah, c'est vrai, parce que j'avais peur de péter l'ambiance. Et en fait, à chaque fois, ils disaient les gars, c'est aussi salut les gars quand ils s'en vont, et puis c'est bonjour les gars quand ils viennent. Et à la fin, comme on était assez potes, à la fin, j'osais dire des trucs du style et moi, je peux me brosser, des trucs comme ça, mais en fait, peut-être juste un salut tout le monde, c'est cool, quoi. Oh, voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Ça, c'est plutôt, je pense, d'actualité de avant le Covid, puisqu'on ne fait plus ça maintenant. Mais bon, en tout cas, si jamais un jour ça revient, sachez qu'il y a certaines failles. Moi, je m'en fiche un peu, mais en tout cas, j'ai eu pas mal de retours de copines qui travaillent dans l'IT
et qui préfèrent serrer la main parce qu'elles ne veulent pas faire de distinction entre leurs collègues masculins et elles-mêmes, parce que certains hommes, du coup, font la bise. Mais du coup, ça crée une différence juste. Et certaines femmes n'aiment pas trop ça. Donc juste à savoir, peut-être, encore une fois, moi, c'est pas un problème pour toutes les femmes, mais c'est peut-être quelque chose à garder en tête. Que certaines femmes peut-être ne veulent pas faire la bise, préfèrent être traitées d'égal à égal, voilà, avec les autres. Et ma dernière anecdote, je ne citerai pas la personne, mais c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à une amie qui a à peu près le même parcours que moi, puisqu'elle a fait une école d'ingénierie génétique et puis elle a fait une reconversion, elle aussi en informatique. Et puis elle était dans une ESN, elle passait un entretien pour une boîte. Et ça se passait très bien jusqu'à... Ah oui, je précise juste, du coup, elle a fait une reconversion et puis son mari travaillait aussi dans l'IT. Du coup, elle a dû le mentionner à un moment. Mais juste, ça se passait très bien l'entretien et à la fin, je pense que l'intervieweur voulait faire une blague, peut-être drôle. Et puis finalement... Ah oui, d'accord. Ok. Je ne sais pas si je vais pouvoir... ok. Et du coup, l'intervieweur finit par dire et sinon, quand votre mari est pas là, vous êtes autonome. Voilà. Euh, Alors, c'était peut-être une joke, mais elle n'a pas très bien pris. Et en fait, juste, parfois, il y a des choses que il faut réfléchir juste avant de les dire. Ça peut être sympa. Et je pense que c'est peut-être le genre de phrase qu'on pourrait sortir à quelqu'un en reconversion tout court, mais en plus, elle, c'était une fille, du coup, enfin, c'était dur, quoi. Donc, voilà, je citerai pas son nom, mais si tu nous regardes. Voilà, donc je vais partager mes slides si jamais ça vous intéresse d'avoir le contenu. Donc, mon premier cours de machine learning gratuit, je l'ai fait sur Coursera. Je mets le lien ici. Quelques cours abordables, donc pas très chers, que j'ai pu commencer quand j'étais au chômage, c'était sur Udemy. Ensuite, je suis passée à la vitesse supérieure avec Udacity, qui est un programme un peu plus engageant, mais aussi un peu plus cher. Donc, à vous de voir si vous voulez vous investir là-dessus. Ma première formation pour mon premier job, ça a été en partenariat avec le Pôle emploi et un organisme qui s'appelle FITech, qui fait du reskilling. Donc je vous le mets là en lien si jamais ça vous intéresse. Mais la condition, c'est du coup qu'il faut être au chômage pour pouvoir être éligible pour ce genre de formation. Et oui, j'ai mis le lien vers Meetup. Enfin, vous êtes dans un Meetup, donc a priori, vous n'avez pas besoin. Mais en tout cas, ce lien est là pour toutes les personnes qui souhaitent plus s'engager dans les communautés. Et c'est par là que moi, j'ai commencé. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions. Voilà. C'est intéressant le parallèle qu'on peut avoir entre ton expérience et l'expérience d'autres conversions. C'est beaucoup plus tôt en termes de temps. Beaucoup plus tôt, beaucoup plus... 25 ans. Ah oui. Ah, c'est pas une question, je crois, tout de suite. La remarque, c'était... Entre Ouais. maintenant où il faut une certification, il faut être capable de lire, alors qu'avant, c'était déjà les certifications n'existaient pas il y a 25 ans. Ouais. Internet n'existait pas. Et où les boîtes françaises, c'était ah, t'as pas de diplôme? Apparemment, t'es pas capable. Aïe. Voilà. Oui, alors du coup, donc c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. C'était de voir le parallèle entre les reconversions maintenant et les reconversions d'il y a avant. Dis-moi si je. Et que en fait aujourd'hui, tu disais voilà, il y a des certifications alors qu'avant il y en avait pas. Et puis et les diplômes, ouais. Ouais. À l'époque, si tu n'avais pas de diplôme, ouais, Les boîtes de culture française. oui. Les boîtes de culture française demandent d'avoir un diplôme dans le domaine pour. Énormément de culture française particulièrement. Ouais, c'est ça. Parce que les petites boîtes, mais, au moins, non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Tu prends une start-up et tu balances quelqu'un qui, comme moi, était autodidacte de A à Z, Oui. et qui arrive en disant, et qui pose la question, vous avez quoi comme formation? Ah, je suis biochimiste. Oui, mais en informatique. Ah, j'ai de ma belle gueule. Avec que du bien. Même maintenant. Et il faut des boîtes de type anglo-saxonne qui disent d'accord. Là-bas, t'as une chaise et une table, on va faire un test.
Après, c'est vrai que ça change pas mal, je pense, comme mentalité. Et ça va aussi avec la dynamique que le besoin en développeurs commence à devenir vraiment pressant. Et je pense que c'est ça aussi qui pousse les entreprises à être moins. En plein milieu d'Internet. Hein. Ouais. C'était vraiment la vie. Ils m'embauchaient, mais alors, moi je me suis vu arriver dans une boîte, me poser devant le recruteur, il regarde sur mon CV, et puis il me pose des questions en disant voilà, vous avez fait quoi comme école d'ingénieur? Ah oui, ouais. Ah, bah au revoir. Parce que vous avez fait une reconversion en informatique, du coup, avant vous aviez. Je passais directement de la biochimie à l'informatique. Vous avez fait biochimie après informatique, ouais. En m'amusant. Ouais. Cool. Et ça, c'était il y a 25 ans, du coup. Oui, c'est vrai, on va oublier le temps, mais c'est pas Mais comme il disait, au final, c'est peut-être la mentalité plus anglo-saxonne qui. mais c'est vraiment ce qui a remarqué. C'était bon dans le document, il y avait ce type de mentalité en disant voilà, c'est pas grave. De toute façon, en informatique, il faut bien prendre conscience on apprend aux étudiants. De toute façon, ils ne l'utiliseront pas une fois qu'ils auront leur diplôme. Ouais, Ça sera obsolète. c'est assez vrai, oui. Donc, ce que tu disais, c'était que ouais, ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, c'est pas forcément ce qu'on utilise dans les boîtes. Et au final, vous avez presque de la chance de faire nos conversions parce que c'est un temps plus court de formation, mais vous voyez directement les technos qui sont utilisés dans les entreprises. Donc, c'est aller droit au but, en fait, clairement, quand vous faites ça. Ouais. Oui. Je trouve intéressant ce que tu as dit par rapport au, au langage inclusif. Le hey guys, salut les gars. Ouais. Parfois ça m'arrive plutôt en ligne hein, parce que du coup dans ma entreprise ça n'arrive pas ce genre de choses là, même si on a une femme dans la partie tech, mais après on a plus de femmes dans l'entreprise. Parfois je me dis c'est pas top quand même quand je vois les gens dire hi guys, salut les gars. Alors le salut les gars je vois moins parce que je suis plus dans les communautés en ligne en Ouais. anglais. Mais en fait après j'ai appris qu'aux États-Unis le hi guys ou le hey Ça guys passe pour les filles aussi, en ouais. fait voilà c'est ça. Ouais. Mais le truc c'est qu'il se traduit beaucoup en salut les gars mais je comprends en tout cas Mais en français, ça va. Enfin, les filles se sentent incluses dans le Hi Guys, mais en français, le salut les gars, c'est pas très ah bah inclusif, je non trouve. pas du Ouais. tout. Ouais, il devrait disparaître. Ouais, c'est pour ça à chaque fois je prône le salut tout le monde ou. Et je pense qu'il faut bien en parler parce que Ouais. ça fait partie des biais cognitifs. Oui, oui, parce qu'en plus, c'est même pas, il y avait aucune malveillance en fait. Bah oui. C'était vraiment, ils savaient pas en fait. Et parfois, c'est fou de se dire parfois que juste on peut dire quelque chose de blessant sans s'en rendre compte. Enfin, je sais pas, j'étais pas blessée, hein, mais juste parfois, il y a quelqu'un qui ressent la chose de façon déformée, ouais. Ben non, mais oui, c'est ça, c'est parce que je débarquais aussi, donc. Ouais, mais c'est pour ça que même une fille suffit pour casser, peut-être, arriver et juste parce qu'après je l'ai dit, mais je l'ai peut-être dit 6 mois après parce qu'avant je me sentais pas du tout. Enfin, je l'ai peut-être dit 6 mois après en rigolant. Je fais ah tiens, la première fois que vous êtes allés manger, on va manger les gars et en fait je suis pas venue. C'est pas parce que je vous aimais pas, c'est parce que en fait je me sentais pas incluse et je me rappelle que mon collègue s'était confondu en excuses parce que il était c'était pas du tout ce que je voulais dire et en fait moi j'étais même pas en colère, c'est juste non c'est moi qui suis bête et puis j'aurais dû le dire et puis en fait enfin c'est les deux quoi, c'était de ma faute aussi, j'aurais dû m'exprimer aussi simplement. Bon, après on a tous un peu de timidité en nous hein. Ouais bah Bah, ouais. on pourrait dire direct dès qu'on entend salut les gars. Et les filles aussi Ouais, ou non mais salut les maintenant filles et il y a un gars. je le fais sur le ton de l'humour maintenant, je dis à chaque fois je dis un petit truc pour moi, genre en mode genre j'ai pas d'amis, forever alone ou des trucs comme ça. Vous avez d'autres questions? Sinon on peut passer directement à Olivier. Ah oui, ouais. Alors, je suis arrivé en retard, donc excusez-moi si je pose des questions Oui. que vous avez déjà répondues. Ah non non, mais pas de souci, vas-y. Mais j'envisage une reconversion
Mais on va dire que ma grande inquiétude, c'est de m'insérer dans le marché du travail. Oui. Et je voulais savoir si vous avez des conseils à donner à des gens pour vraiment percer, parce que je trouve qu'il y a toujours la première barrière du premier boulot, de la première expérience. J'ai l'impression en tout cas, c'est mon intuition qui dit que c'est toujours la plus difficile à percer. Oui. Une fois, et aussi parce que j'ai déjà discuté, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des RH qui m'ont dit qu'effectivement, il y en a de plus en plus d'offres dans le marché, mais cette offre, c'est des personnes qui sont avec des formations courtes ou des formations longues, mais en gros, il n'y a pas d'expérience. Oui. Donc, il y a beaucoup d'offres d'une certaine façon, relativement. Il y en a plus qu'avant en tout cas, mais le niveau d'expérience, c'est toujours proche de zéro. Et donc, ils cherchent des gens qui ont déjà l'expérience. Donc, quels sont vos conseils pour justement percer cette première expérience et s'insérer d'une façon, on va dire, efficace, pertinente dans le marché du travail? Alors, moi, dans mon cas, j'ai fait une reconversion avec Pôle emploi et un organisme qui s'appelle Fitech. Et en fait, eux, ils te cherchent une formation au sein d'une entreprise et c'est l'entreprise qui te forme. Et une fois que tu as fini la formation, c'est directement eux qui te placent en mission. Alors, est-ce que c'est la POEI? Non, le dispositif? moi ça s'appelait Fitech. J'ai mis le lien ici. Le dispositif du Pôle emploi. Je sais pas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai fait ça. Mais il y a pas mal de bootcamp ou d'écoles de reconversion qui proposent des partenariats avec des entreprises pour vous placer dans votre première mission, dans votre premier stage, dans votre première alternance. Donc, soit tu passes par une formation comme ça, et tout simplement aussi, je te dirais, si tu n'es pas passé par un organisme qui peut te mettre, qui est partenaire avec des boîtes, tu peux essayer les SS2I. Parce qu'en général, les SS2I, elles ont des programmes de formation en interne, directement. Soprasteria, par exemple, eux, ils prennent des gens, ils les forment pendant 3 mois. Et après, ils les placent en mission, donc tu peux directement aller voir dans les boîtes si c'est ça qui peut te faire percer sur ton premier job. Ça peut être une solution. Ouais. Mon expérience, c'est que j'ai contacté des RH, des certaines ESN, anciennes SS2I. Ouais. Et le programme que tu décris, ça ressemble beaucoup à POEI. C'est le programme de... je ne vais pas me rappeler exactement qu'est-ce que c'est. Mais c'est des formations qu'on signe, on signe une promesse d'embauche pour faire une formation. Donc, si on valide la formation, on a un CDI ou un CDD juste après. Je pense que c'est ça, oui. Ok, oui. Et les RH que j'ai pu échanger avec, et ils me disent, comme je ne viens pas du tout d'une formation technique ou d'ingénierie, etc., ou scientifique, ils me refusent. Qu'est-ce que tu as fait avant? Je suis designer industriel. Designer industriel, ok. Voilà, dans le transport. Donc, c'est plutôt... je pense, du point de vue de l'ingénieur, je suis un artiste. Est-ce que tu as des certifications? Oui, j'ai un diplôme d'État. Et même avec ça, Ouais, Bac plus 5, même avec ça. Parce que je ne suis pas dans les sciences. C'est pas, j'ai pas fait des maths. Je veux dire, pardon, excuse-moi, des formations dans l'IT, est-ce que tu as eu des certifications non, d'un certain langage? Peut-être commence par là aussi, parce que ça peut les convaincre de te prendre pour une formation, c'est de voir que tu as déjà vu un peu ce que c'était le code. Je ne sais pas dans quoi tu veux te reconvertir, parce qu'il y a énormément de jobs différents dans le développement. Mais en tout cas, si tu as une première expérience en tant que juste formation que tu as suivie en ligne ou des choses comme ça, ça peut pousser ton dossier au-dessus de la pile. Oui. Donc, du coup, la première step pour toi, c'est avoir une certification dans la techno que tu vises. Et après, c'est de recontacter ces gens-là en leur disant, mais maintenant, j'en suis à pas juste 0, j'ai ça et je suis prêt pour faire une formation de 3 mois accélérée. Ok. Parce que dans les formations de 3 mois, si tu n'as vraiment rien, au début, ça va un peu vite quand même. Oui. Je pense. J'imagine. Voilà. Oui. Moi, c'est ce que j'expliquais. Du coup, tu as peut-être raté, mais pendant mon chômage, j'ai fait des formations en ligne.
Et après avoir eu mes certifications en ligne, Oui. j'ai fait les formations de 3 mois en accéléré dans une Ok. entreprise. En Donc, fait, c'est la ça m'a formation de aidé, 3 je mois, pense. c'était plutôt pour consolider peut-être. La formation de 3 mois, elle Oui. est plus que consolidante. Elle t'apprend des choses qui vont être applicables dans ton futur job. Ok. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Ok. Merci beaucoup.